La vidéo que vous êtes en train de regarder provient des formations gratuites de Docstring. Si vous souhaitez en voir davantage, vous pouvez vous inscrire sur docstring.fr pour profiter de toutes les formations disponibles sur le site. Vous trouverez tous les liens à ce sujet dans la description. Également, si vous souhaitez davantage de formations gratuites, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu pour encourager la création de nouveaux contenus. Avant d'aller plus loin et de voir en détail le fonctionnement des annotations de type, il est important de comprendre quel intérêt nous avons à utiliser ces annotations de type. Rappelez-vous déjà que Python est un langage interprété et dynamique. Dynamique, ça signifie qu'on peut modifier à tout moment le type des objets. Par exemple, ici, rien ne m'empêche de redéfinir une variable à laquelle j'avais assigné un nombre entier pour lui assigner un objet de type chaîne de caractères. Python, c'est également un langage fortement typé. La plupart du temps, ça ne pose pas de problème, comme ici où nous additionnons deux nombres entiers l'un avec l'autre. Si j'exécute ce script, la structure conditionnelle étant fausse, Python va aller dans le else et réaliser l'addition de 1 avec 1 et afficher le nombre 2. Cependant, si la structure conditionnelle est vraie, Python va essayer d'additionner une chaîne de caractères avec un nombre entier. Le côté fortement typé de Python nous empêche de réaliser cette opération et nous obtenons donc une erreur de type. Comme Python est un langage interprété, ces erreurs potentielles, elles n'apparaissent qu'au moment où vous exécutez votre script. Ici, j'ai une fonction qui me permet d'additionner deux nombres, et je l'appelle en lui passant en argument les nombres entiers 2 et 4. Aucun problème donc dans ce cas-ci, et la fonction va retourner le nombre 6. Cependant, si j'envoie cette fois-ci en argument une chaîne de caractères et un nombre, je vais me retrouver avec cette même erreur de type que nous avions eue précédemment, car Python ne peut pas additionner une chaîne de caractères avec un nombre. Les annotations de type, que vous retrouverez en anglais sous le nom de type hinting, elles ont donc été introduites pour prévenir ce genre de problème. Il est important de noter que Python restera toujours un langage dynamique. Contrairement à d'autres langages, on n'a pas besoin de compiler notre code et les annotations de type sont donc facultatives. Si on reprend notre fonction qui permet d'additionner deux nombres, il est possible de préciser dans la définition de la fonction le type attendu par chaque paramètre et le type de la valeur qui sera retournée par la fonction. On indique ainsi après les paramètres a et b qu'ils doivent être de type nombre entier, donc int, et pareil pour la valeur retour qui sera également un nombre entier. Il est ainsi possible de détecter en amont les erreurs, comme ici avec PyCharm qui détecte que le paramètre a s'attendait à recevoir un nombre et que nous lui envoyons une chaîne de caractères. Les annotations de type sont donc un excellent moyen de rendre notre code plus sûr. C'est également une bonne habitude à prendre car cela permet par la même occasion de documenter votre code. Dans les prochaines parties de cette formation, on va voir plus en détail la syntaxe des annotations de type et comment configurer Visual Studio Code et PyCharm pour effectuer ces vérifications directement dans notre éditeur de code. On va voir également comment effectuer ces vérifications nous-mêmes dans un terminal avec la bibliothèque MyPy. Pour rajouter des annotations de type sur une fonction, il suffit à l'intérieur de la définition de la fonction, donc ici dans les parenthèses, de spécifier après le nom des paramètres le type de ces paramètres avec les deux points. Donc on met deux points et ensuite on met le type de l'objet, donc par exemple int pour un nombre entier, on pourrait mettre float pour un nombre décimal, str pour une chaîne de caractères ou encore bool pour un booléen. Donc c'est les types natifs que vous connaissez. Donc dans ce cas-ci, je vais spécifier que les deux paramètres a et b doivent être de type nombre entier. On peut également spécifier la valeur de retour que l'on souhaite. Pour ça, on va utiliser la flèche, donc le tiret avec le symbole plus grand que, et on va après, de la même façon, spécifier le type de la valeur retour. Donc dans ce cas-ci, également un nombre entier, mais on pourra mettre là encore un nombre décimal, un booléen ou n'importe quoi d'autre. Donc c'est tout ce qu'on a besoin de faire pour spécifier le type, les deux points, le type de l'objet, et pareil pour la valeur retour ici. Il faut bien comprendre qu'à chaque fois, rien n'est obligatoire. Vous pouvez très bien spécifier le type d'un objet ici et ne pas spécifier de valeur retour et ça fonctionnera de la même façon. On peut également ajouter une annotation de type uniquement sur l'un des deux paramètres et si j'exécute le script, vous voyez que je n'ai aucune erreur. Donc ce n'est pas un problème, on peut vraiment mettre des annotations de type juste là où on le souhaite. Si vous souhaitez ajouter des valeurs par défaut, il va falloir les mettre après la notation de type. Donc pour l'instant, on a deux paramètres a et b qui n'ont pas de valeur par défaut. Donc si j'appelle la fonction add, là j'aurai une erreur puisque je n'ai aucune valeur pour a et b. Si vous souhaitez indiquer une valeur par défaut, vous devez la mettre après la notation de type avec un symbole égal. Donc on met égal 0 par exemple ici et pareil pour le deuxième paramètre.
Si vous souhaitez suivre les conventions, dans ce cas-ci, il faut mettre un espace avant et après le symbole d'égalité, ce qui n'est pas le cas quand on enlève les annotations de type. Si j'enlève ces annotations ici, eh bien si on veut suivre les conventions, il ne faut pas mettre d'espace entre le nom du paramètre et la valeur. Ce n'est pas le cas avec les annotations de type. Quand on rajoute des annotations de type ici, les conventions nous suggèrent de mettre donc un espace avant et après le symbole d'égalité. Donc là, maintenant qu'on a rajouté des valeurs par défaut, on peut cette fois-ci appeler notre fonction add et on n'aura pas d'erreur qui nous est retournée lorsqu'on exécute le script. Donc ça, c'est vraiment tout ce que vous avez besoin de rajouter si vous souhaitez mettre à la fois une annotation de type et une valeur par défaut. Donc c'est sûr que ça commence à rallonger pas mal les lignes, mais au moins on a quelque chose de très explicite. On sait que A doit être de type nombre entier, B également, et que la valeur retour, elle aussi, doit être de type nombre entier. Il arrive également qu'on ait parfois besoin de retourner des types un peu plus complexes, donc je vais enlever ces paramètres ici et à la place on va mettre un return avec une liste. Donc là on a enlevé tous les paramètres et on veut juste indiquer que cette fonction va me retourner une liste. Donc là on pourrait très bien mettre liste comme type de retour et ça fonctionnerait. Maintenant, si jamais vous retournez des éléments à l'intérieur de cette liste et que vous souhaitez spécifier le type de ces éléments, vous pouvez le spécifier dans la notation de type. Donc imaginons que l'on retourne des éléments de type nombre entier, donc par exemple 1, 2 et 3 ici, eh bien on pourrait spécifier que cette liste va contenir des nombres entiers. Pour ça, on met des crochets et on indique le type des éléments qui seront contenus à l'intérieur de la liste. Donc là, si à la place de int, je mets str, vous voyez qu'on a Visual Studio Code qui nous surligne cette ligne ici en rouge pour nous indiquer que le type retourné n'est pas correspondant à ce que l'on a mis ici, puisque la notation de type nous indique qu'on doit retourner une liste de chaînes de caractères. Si je remets int, cette fois-ci, on voit que l'erreur disparaît. Donc ça, bien sûr, vous pouvez le retrouver sur les paramètres. Si je souhaite indiquer que ce paramètre doit récupérer une liste de nombres entiers, je peux mettre cette même annotation de type ici sur mon paramètre. Et là, on voit que cette fois-ci, c'est l'appel de ma fonction qui est surligné en rouge. Il est également possible de rajouter des annotations de type sur une variable. Donc ici, je pourrais mettre a2.int égale 5 pour spécifier que cette variable doit être de type nombre entier. Vous allez me dire que dans ce cas-ci, ça ne sert pas à grand-chose puisque Python peut détecter automatiquement le type de la variable. Si je mets par exemple des guillemets ici, eh bien Python comprendra que c'est une chaîne de caractères. Donc quel est l'intérêt de spécifier ici le type de l'objet? Eh bien ça peut avoir un intérêt dans certains cas de figure très spécifiques. Par exemple, ici, vous voyez le code qui sert pour le serveur Discord de Docstring. J'ai ici une fonction qui récupère les différents salons du serveur et je spécifie pour chaque variable quel est le type de cette variable. Dans ce cas-ci, je spécifie que cette variable ici est de type text_channel. Donc pourquoi on a besoin de faire ça ici? Parce que en fait, on utilise une fonction qui va pouvoir retourner différents types de variables. Donc là, on utilise discord.utils.find et find, ça peut retourner plein de types d'objets différents. Donc là, si j'enlève sur cette variable mon annotation de type, je n'aurai pas l'auto-complétion sur ce type d'objet. Donc si je fais channel announcement, que je mets un point, là vous voyez qu'on n'a aucune méthode qui nous est proposée. Si par contre je rajoute cette annotation de type sur ma variable et que là je remets le point, cette fois-ci, eh bien, PyCharm va comprendre que cette variable est de type text_channel et il va me proposer toutes les méthodes qui sont disponibles sur ces objets de type text_channel. Donc je vais pouvoir par exemple utiliser la méthode send pour envoyer un message dans ce salon. Donc dans ce cas-ci, vous voyez que l'annotation de type sur la variable est très important et très utile pour le développeur pour me permettre d'avoir cette autocomplétion directement à l'intérieur de mon environnement de développement, puisque cette fonction find ici peut me retourner un type d'objet qui va varier. Vous remarquez par exemple ici que pour ce salon spécifique, je vais récupérer un salon qui va être d'un type différent, dans ce cas-ci voice channel, et donc là encore cette annotation de type me permet de spécifier que cette variable ici sera différente par exemple de cette variable qui elle est de type text channel. Donc voilà pour la syntaxe des annotations de type, que ce soit à l'intérieur d'une fonction ou même pour des variables. Comme vous le voyez, vous pouvez les ajouter de façon granulaire, donc les ajouter uniquement à des endroits où vous le souhaitez, où vous pensez que c'est utile. Moi, je vous conseille de les ajouter pour documenter votre code et pour permettre aux gens également qui vont utiliser votre code de rapidement voir quel type d'objet ils vont devoir envoyer à vos fonctions et quel type d'objet ils vont avoir en retour. Ce n'est pas une obligation, mais ça permet d'avoir un code qui est beaucoup plus explicite et facile à maintenir sur le long terme. Dans les dernières versions de l'extension Python de Visual Studio Code, donc l'extension Python de Microsoft, vous allez retrouver Pylance que vous voyez ici,
qui va permettre de vérifier les annotations de type sur votre code. Donc assurez-vous que cette extension est bien à jour. Vous pouvez cliquer sur cette icône ici pour la mettre à jour. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez bien entendu la désinstaller et la réinstaller. Et une fois que vous avez cette extension, vous allez pouvoir activer la détection des annotations de type. Par défaut, elle est désactivée. Vous voyez qu'ici, j'ai un script avec des annotations de type et j'envoie une chaîne de caractères ici à un paramètre qui a comme annotation de type un nombre entier ici et je n'ai aucun avertissement. Donc je vais aller dans les préférences de Visual Studio Code, dans Settings, et on va taper dans la recherche ici PyLens, et vous allez cliquer donc sur l'extension PyLens qui est installée donc automatiquement avec l'extension Python de Microsoft. Et si vous descendez un petit peu ici, vous allez voir ici Python Analysis Type Checking Mode. Par défaut, donc la valeur est à off, donc vous pouvez la mettre en basique. Et si on revient dans notre code, vous voyez que cette fois-ci, on a bien l'erreur qui est surlignée ici puisqu'on envoie une chaîne de caractères à quelque chose qui est censé être un nombre entier. Donc voilà comment activer la détection des annotations de type à l'intérieur de Visual Studio Code avec l'extension Python de Microsoft et PyLens qui est maintenant automatiquement installée avec cette extension. Normalement, par défaut dans PyCharm, vous devez avoir la détection des annotations de type. Vous voyez ici que j'essaye d'envoyer une chaîne de caractères à un paramètre qui a une annotation de type nombre entier et j'ai bien cette erreur qui m'est affichée. Donc si je mets mon curseur dessus, vous voyez expected type int got string instead. Donc normalement, vous devez avoir ce comportement par défaut. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller dans les préférences de PyCharm et dans Editor ici, vous avez un onglet Inspection. Et dans cet onglet, vous avez Type Checker, donc par défaut, il est activé. Donc ce Type Checker, vous le retrouvez sous la catégorie Python. Et donc si vous n'avez pas la détection des annotations de type, il suffit d'activer cette case ici et de valider en cliquant sur OK. Et cela vous permet donc d'avoir cette vérification qui se fait sur les annotations de type à l'intérieur de PyCharm. Pour vérifier les annotations de type dans un script en dehors d'un éditeur, on peut utiliser directement la bibliothèque MyPy. Pour ça, il va falloir déjà l'installer. Donc, on va utiliser pip, python 3.7-m pip install et la librairie s'appelle MyPy comme ceci. Donc, je valide avec entrée et ça va installer cette bibliothèque à l'intérieur de Python 3.7 que j'utilise actuellement. Je vais pouvoir ensuite donc vérifier ce code ici, le code.py qui se trouve dans mon dossier utilisateur grâce à MyPy. Donc, pour ça, je fais MyPy comme ceci et ensuite, je vais aller cibler le fichier en question. Je valide avec entrée et il suffit d'attendre que MyPy exécute notre code pour se rendre compte ici qu'on a une erreur qui est détectée à la ligne 4. Donc on voit que MyPy nous indique que le type est incompatible puisqu'on a un type chaîne de caractères et qu'il s'attendait à avoir un nombre entier. Donc on a une erreur dans un fichier et donc c'est cette erreur qui est détectée ici. Si j'enlève la chaîne de caractères, que je sauvegarde et que je relance l'exécution de MyPy sur mon fichier code.py, cette fois-ci on a bien success avec aucune erreur qui n'est détectée. Si jamais cette commande MyPy ne fonctionne pas, n'hésitez pas à redémarrer votre terminal. Vous pouvez également utiliser le module directement en passant par l'exécutable de Python en faisant python 3.7-m et le nom du module, donc dans ce cas-ci MyPy, et ensuite remettre le nom de votre fichier, donc dans ce cas-ci code.py. Donc là, à noter que je suis dans mon dossier utilisateur et c'est là que se trouve ce fichier. Bien sûr, si votre fichier est ailleurs, il faut mettre le chemin complet vers le fichier Python que vous souhaitez vérifier. Donc là, dans ce cas-ci, je pourrais mettre le chemin relatif comme ceci ou mettre le chemin complet avec /user/tbash/code.py qui est le chemin complet vers ce fichier. Donc je valide avec entrée et là, vous voyez que ça permet de refaire cette même vérification que l'on avait faite directement avec l'exécutable de MyPy. Donc voilà comment vous pouvez vérifier les annotations de type dans vos scripts en dehors d'un éditeur de code à l'intérieur d'un terminal avec la bibliothèque MyPy. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Et si tu as la moindre question, tu peux bien entendu la poser en commentaire.